Alors Massoud, je l'ai rencontré quand j'étais jeune journaliste. J'avais déjà franchi à plusieurs reprises les frontières pour aller du Pakistan vers l'Afghanistan. C'était compliqué, il fallait se rendre à pied avec les moudjahidines, avec les combattants. Et un jour, j'ai pu rencontrer Massoud et je l'ai revu ensuite dans le Panjshir et même à Kaboul, quand il était l'homme fort, on va dire, de l'Afghanistan et lorsqu'il y a eu cette terrible guerre civile au prix de 30 000 morts avec Kaboul qui était assiégé par les combattants fondamentalistes et qui bombardaient allègrement et aveuglément surtout la population civile. Et Massoud d'ailleurs en était dépité. Et Massoud était quelqu'un qui avait un charisme indéniable et qui avait aussi une sorte d'aura. C'est rare que j'ai pu ressentir cela, mais lorsqu'il rentrait dans une pièce, on peut dire qu'il habitait la demeure et il y avait quelque chose d'électrique. Il avait un vrai charisme, une aura qui envahissait l'atmosphère. Et ça se sentait aussi auprès de ces hommes. On ne peut pas parler de dévotion, mais on peut parler vraiment d'un vrai attachement humain. Massoud, c'était un de ces personnages de l'histoire, que l'histoire de l'humanité, il en voit des fois un tous les quelques siècles, ou un par siècle. Les gens qui viennent et ils ont une vraie mission à faire, ils le font et ils partent après leur mission. Ce que Massoud a fait, en réalité, c'est assez méconnu, c'était cette guerre qui a mené contre l'armée de Russie. Une armée que depuis le XVIIIe siècle avait commencé à envahir presque une partie du monde et qu'il avait mis à genoux toutes les armées autour de lui, qu'au nom de communisme, au nom de l'Union soviétique, mais tout ça c'était les Russes qui le font, l'Union soviétique, c'est les Russes, ils avaient donné son nom, qu'au nom de cette union, ils avaient envahi des dizaines de pays autour d'eux, et ils régnaient sur ça, il avait créé un empire, qui était presque le plus grand empire qu'on a jamais connu, et que c'était un homme, un seul homme, une trentaine d'années, un génie, un ingénieur civil qui a dit un jour « J'ai pas envie que mon pays soit envahi par les étrangers, qui que ce soit, et soit occupé par n'importe quelle armée du monde. Je vais me battre. » Et il l'a fait. Évidemment, c'était très fort lorsqu'il y a eu, par exemple, les attaques des combattants soviétiques pendant la guerre de 79 à 89 en Afghanistan, l'occupation par l'armée rouge. Et un seul exemple, Massoud a pu avoir une information par un informateur afghan à Kaboul que les soviétiques allaient lancer une grande offensive sur le Panjshir. Panjshir, 100 km de long, quelquefois 1 km de large, pas plus, 100 000 habitants. Massoud a envoyé des émissaires partout dans tous les villages, Astane, Bazara, Kroha, partez tout de suite. Les paysans, les femmes, les enfants, les vieillards sont partis, les femmes enceintes en quelques heures, et ont pu échapper dans des vallons perdus dans la montagne, quelquefois dans le froid, quelquefois cachés dans les grottes avec les enfants, avec 3 galettes de pain, ont pu échapper aux Spetsnaz, aux forces spéciales soviétiques, aux parachutistes, aux commandos, etc. Évidemment, l'aura de Massoud s'en est trouvé grandi, puisqu'il avait sauvé tout le monde, les femmes et les enfants. Et jamais, jamais, il n'a abandonné la population, et jamais, non plus, les Panjshiris et d'autres populations de la région n'ont abandonné Massoud. Il a envoyé ce message à l'ensemble de tous ces pays qui étaient occupés par les Russes depuis des dizaines d'années, depuis que c'était des Yougoslaves, des Azerbaïdjanais, des Caucasiens, des Asies centrales. On disait, attention, cette armée que vous craignez tellement, je l'ai mis à genoux. Allez-y, vous aussi, indignez-vous, levez-vous. Battez-vous contre cette armée. Et voilà tout comment elle parle. Cet angle de Massoud, personne n'a vu. Personne n'a compris le rôle qu'il a eu et qu'il a joué dans l'éclatement de ce qu'on appelait l'Empire russe ou l'Union soviétique, d'une part. D'autre part, Massoud, ce n'était pas un militaire, c'était un vrai philosophe, un penseur, un poète dans l'âme. Et tout ce qu'il voulait, ce n'était pas pour Afghanistan, il voulait pour tous les pays, il voulait pour l'humanité, il cherchait l'essence même de la démocratie, il parlait toujours, Reza, dis-moi, et si on allait au-delà de démocratie, qu'est-ce qui serait le meilleur encore? Vous voyez ce que je veux dire? Dans les montagnes en Panjshir.
Massoud était quelqu'un qui parlait français d'une part, qui avait fait très jeune des études au lycée Istiklal, le lycée francophone de Kaboul, et qui lisait les poètes. Il lisait les poètes afghans, il lisait les poètes persans, Hafiz, Omar Khayyam, mais aussi français. Et quatrièmement, il lisait aussi les grands stratèges. Alors il lisait De Gaulle, il avait lu Mao Tse-tung, il avait lu Napoléon, et il s'en inspirait, même Che Guevara, dont il n'épousait pas la cause, mais dont il reprenait la théorie du foco, c'est-à-dire la théorie du foyer, en espagnol du feu. Et il se déplaçait, comme le disait Mao Tse-tung lui-même, comme un poisson dans l'eau. Donc voilà, j'agis très vite, je suis suivi de quelques combattants au départ. La résistance lancée par Massoud était composée d'une trentaine de combattants, pas plus, dont certains sont toujours en vie, mais beaucoup sont morts. Mais c'était donc un stratège, c'était un politique aussi qui avait pris la politique, non pas la politique à l'occidentale, mais une politique de tolérance coutumière, tribale, adaptée à l'Afghanistan. Il avait, si je puis dire, malheureusement, le défaut d'être minoritaire dans son pays, d'être tadjik. Et il ne pouvait pas représenter non plus tout le pouvoir en Afghanistan. Cela dit, il avait une vraie vision politique et économique de son pays. Et Massoud vivant, l'Afghanistan, évidemment, aurait connu une autre destinée. Ce qui est très étrange aussi actuellement quand on voyage à Kaboul, c'est de voir que tout le monde a la photo de Massoud. Alors, vous voyez ça sur des panneaux publicitaires, vous le voyez sur des tapis mécaniques, les tapis industriels, partout. Les pires ennemis de Massoud font la prière actuellement sur le tapis de Massoud, en vénérant l'ancien chef de guerre, l'ancien commandant. Et je dirais que pour beaucoup de chefs de guerre, dont certains sont au pouvoir en Afghanistan, Massoud évidemment est plus pratique mort que vivant. Vivant, il aurait été un hôte encombrant. Si lui, il était vivant, il n'aurait jamais laissé des forces étrangères rentrer en Afghanistan. Il aurait certainement demandé de l'aide, mais de l'aide à sa façon, comme c'était un stratège quand même de haut niveau. Donc le rôle qu'il a joué, à mon avis, dans le monde, dans l'histoire du monde, c'est pas très connu par rapport à son importance de mettre à genoux cette armée de Russie qui était tellement redoutable quand même. Et pendant cette période, lui, il essayait de réunir tous ses commandants, tout le monde. Et cette fameuse phrase qu'il avait dit à ses commandants, où j'ai dans une de mes photos, il dit que j'ai une bonne nouvelle pour vous, qu'à partir d'aujourd'hui, on va remplacer nos Kalachnikov avec nos stylos pour bâtir l'Afghanistan de demain et pour faire quelque chose de mieux. La démocratie, il parle de tout ça. Et bien on voit que finalement, les pays voisins, l'Iran, le Pakistan, les Russes, et même les enjeux à l'intérieur de pays, ils voulaient autre chose. Ils ne voulaient pas avoir un pays indépendant, ils ne voulaient pas avoir un pays libre, et ça continue toujours. C'est que, il y a un vrai nœud en Afghanistan, et ça, j'arrive pas. Peut-être que toi, historiquement, tu pourras expliquer. Comme si ce peuple, il est toujours convoité depuis Alexandre le Grand jusqu'à aujourd'hui, par tous les empires de la région. C'est ce que Kipling a appelé The Great Game, c'est-à-dire le grand jeu, et qu'en fait l'Afghanistan étant situé aux confins, au croisement plutôt des anciens empires, il y a toujours eu des manipulations. C'est vrai qu'il y avait l'empire de Perse, donc les Iraniens d'aujourd'hui, l'empire britannique des Indes, l'empire russe qui est maintenant la Russie et la CUI, la communauté des États indépendants de l'étranger proche de la Russie, et puis même un petit peu la Chine. Donc c'est vrai que l'Afghanistan est au milieu. En même temps, c'est ce que tu disais tout à l'heure, jamais une puissance étrangère n'a pu occuper durablement l'Afghanistan. Donc c'est ce qu'on appelle aussi le royaume, le Yaristan, le royaume de l'insolence, le royaume de l'insoumission. Bon, c'est vrai en même temps que les victimes, c'est la population, puisque tu parlais de la guerre de 30 ans, la moitié de la population a moins de 25 ans, donc on peut dire que la majorité de la population n'a connu que la guerre. Et c'est terrible, ça, comment on peut grandir là-dedans, dans la haine, la destruction. Et je pense qu'il y avait la guerre dans la guerre aussi, qui était la guerre des talibans, parce que nous étions revus à Bamiyan. Et c'est vrai que quand on a fait les maquis, on va dire, pour aller voir Massoud, moi j'ai passé du temps aussi avec d'autres forces de résistance et avec les talibans, on voyait qu'une toute petite partie de l'Afghanistan. On s'est retrouvé à Bamiyan, et Bamiyan, j'avais connu ça sous les talibans aussi. J'étais étonné, dans ce pays où tu as
l'oralité, c'est-à-dire les gens parlent, c'est les contes, c'est les babas, les grands-pères, c'est Kessel, les cavaliers, ils te parlent, la rivière qui descend, le fleuve, et puis depuis des générations, nous construisions les maisons, etc. On est parti pour 3 heures de discussion, et puis dans ces villages, au temps des talibans, pendant 5 ans, silence. Les gens avaient peur du voisin, les gens avaient peur du parent, de l'oncle, du cousin, etc. Et ça, c'est terrible, c'est une révolution un peu culturelle, on va dire. Et je pense que l'Afghanistan n'a pas fini de payer cette parenthèse taliban, au contraire. C'est terrible. La révolution dans les Non, esprits. il y avait un moment, même quand Massoud était venu ici en Europe, tu sais, quelques mois avant son assassinat, il était invité par le Parlement européen. Avant de venir, il m'avait envoyé un message que est-ce que je pourrais être à Paris quand ils arrivaient. Évidemment, j'avais tout fait pour être là. Et j'étais à l'aéroport à Bourget quand il est arrivé. Et, constamment, quand je l'accompagnais, les questions que beaucoup de gens y posaient, ils disaient « Est-ce que vous voulez de l'aide de l'Occident ?» Parce qu'il se battait contre les talibans. Et ce qui est incroyable, c'est que c'était la période où il lui restait... il avait maximum 10 000 hommes. 10 000 hommes. Il était encerclé dans la vallée du Panjshir et une partie du nord, très peu, par talibans, par Al-Qaïda et l'armée pakistanaise. C'était pas seulement les talibans, il y avait talibans, Al-Qaïda, avec toutes leurs forces, et l'armée pakistanaise avec leurs chars, avec tout ce qu'ils avaient. Il y avait des colonels de l'armée pakistanaise. Et Massoud, depuis, il disait, moi je résiste depuis 1996, on était à 2001. Ça fait 5 ans que je résiste tout seul. Il n'y avait ni l'Amérique, ni la France, ni l'Europe, personne ne l'aidait. Et toute seule, même les Nations Unies ne l'aidaient pas. Parce que les Nations Unies, à l'époque, étaient pro-taliban en plus. Donc, il résiste à toute cette force avec 10 000 hommes pendant 6 ans. Finalement, il vient ici pour demander de l'aide. Et quand un journaliste a dit « Est-ce que vous êtes demandé vous voulez que nos soldats y viennent ?» Il a ri, il a dit « Vos soldats, ils vont se perdre dans 24 heures en Afghanistan. Moi, je n'ai pas besoin de vos soldats. La seule chose que je veux, vous fermez la frontière entre Afghanistan et Pakistan, et tout ce qui restera à l'intérieur, je m'en occupe. » Avec rien du tout, avec presque pas de nourriture, pas d'argent et pas des armements, il arrivait à résister avec 10 000 hommes devant tout ça pendant 6 ans. Et nous, on a envoyé 100 000 soldats, le mieux équipés au monde, avec tous les satellites, toutes les informations, et tous les bombardiers, et l'argent qui est dépensé, tu sais très bien. Là, il vient de sortir le chiffre de budget qui dépense en Afghanistan, c'est 10 milliards de dollars par mois. Tu te rends compte, là, s'il donnait ça à chaque Afghan, il aurait fait 333 dollars par tête. Il n'aurait même pas besoin ni de faire la guerre, ni quoi que ce soit. 330 dollars, c'est plus que le salaire le SMIC en Afghanistan. Tout le monde aujourd'hui, il dit que si Massoud était vivant, le premier acte, c'est qu'il n'y aurait pas un soldat américain en Afghanistan, ni un soldat français, ni un soldat de l'OTAN. Ça, on le sait. Le grand danger pour l'étranger, pour le monde occidental et pour le monde tout court, c'était aussi l'alliance entre les talibans et les djihadistes, donc ce qu'on appelait les wahhabis, c'est-à-dire les combattants étrangers présents en Afghanistan. Et eux voulaient faire la stratégie de l'arc de cercle, comme il l'expliquait, c'était en fait partir de cette région, Afghanistan, un peu le Cachemire, aller vers l'Asie centrale, Tadjikistan, République d'Asie centrale, qui était fragile à l'époque. Avec quelques milliers d'hommes, on pouvait renverser une de ces républiques d'Asie centrale et aller jusqu'au Maroc. Et c'est incroyable parce qu'on tombait sur des combattants d'Al-Qaïda qui disaient « mais on va prendre Moscou ». Moscou fait partie de l'Oumma, la communauté musulmane. Ils étaient totalement ignorants de l'histoire, y compris de l'islam. Et c'était affolant d'aveuglement. Et là aussi, donc, Massoud, qui était un homme lucide, disait « mais moi, je mène le combat, je suis aux avant-postes, je suis le premier qui résiste. Si ma digue, ma muraille s'effondre, c'est vous, après, qui allez subir les conséquences. » Et bon, malheureusement, il avait raison. En novembre 2000, ça veut dire 9 mois avant
l'assassinat de Massoud et ces effondrements de tours, j'ai fait un film documentaire pour le National Geographic. C'était le dernier film qui a existé sur Massoud. Il s'appelait Journal du Front. Et dans un moment, dans la vallée de Panjshir, je vais rencontrer les prisonniers d'Al-Qaïda. Que Massoud il y avait un prison là-bas, un petit prison. Et un de ces prisonniers que j'interviewe, tu sais ce qu'il dit? Il dit exactement ça. Et j'ai dit, mais quel est votre plan, monsieur? Expliquez-nous ce que est votre plan. Il dit, notre plan est de prendre Afghanistan et après prendre Cachemire, aller vers l'Asie centrale et reprendre tous ces pays, après prendre Pakistan. Et c'est pour ça qu'on appelle Al-Qaïda, ça veut dire la base. C'est ça la notion de la base, et faire ça. Et voilà notre plan. Et on est en novembre 2000. Et j'ai dit, et alors, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Il me dit, textuellement, un mur. Je dis, comment? Quel mur? Et il rit, il dit, bah, monsieur Massoud, c'est le mur, il faut franchir. Et ben, ils n'ont pas mis longtemps, 9 mois après, assassinat de Massoud, qui reste quand même toujours un énigme. On comprend, on sait quelque chose, comment et qui l'a fait, mais en réalité, les commanditeurs, les vrais commanditeurs et tous les gens qui ont participé à cet assassinat, ça reste quand même dans l'ombre. Il y a tellement de théories de complot qu'on ne sait pas exactement comment a été assassiné. Alors c'est sûr qu'Al-Qaïda, qui veut dire la base, comme tu le dis en arabe, cherchait donc une base à l'échelle d'un pays. Et c'est certain que les attentats du World Trade Center étaient prévisibles pour ceux qui voyageaient en Afghanistan, comme toi en particulier. On savait que c'était anormal que d'avoir ce laboratoire à ciel ouvert. Massoud faisait la guerre de manière artisanale pratiquement, alors que Al-Qaïda, lui, avait vraiment des moyens phénoménaux et surtout était aidé par quelques puissances étrangères. Et bon, ça, je pense que l'Occident n'a pas vu le danger venir, parce que vraiment, il y avait la conspiration, il y avait les projets d'attentats, et puis surtout l'organisation qui était du coup internationaliste. Et ça, c'était nouveau. Le 11 septembre 2001, j'étais à la frontière afghane avec les hommes de Massoud, et j'ai appris la nouvelle un peu par hasard, on va dire, puisqu'on m'a prévenu effectivement qu'il y avait un gros attentat à New York. Et j'ai pu voir ensuite les images sur une télévision, en fait, dans l'hôtel où je me trouvais, donc à la frontière. Et c'était dans des circonstances un peu spéciales, puisque je m'apprêtais à passer la frontière afghane avec les moudjahidines, comme on dit, en fait, les combattants de Massoud. Massoud était le seul, à l'époque, à résister aux talibans et aux militants d'Al-Qaïda. Et je me rappelle, pour avoir fréquenté un peu les deux maquis, à la fois les forces du commandant Massoud depuis des années, mais aussi les vallées et les villes tenues par les talibans, et surtout Kandahar, qui est la ville sainte, qui était la vraie capitale, on va dire, spirituelle et historique des talibans. Je savais très bien que les talibans se voyaient dans cet émirat, ils appelaient eux-mêmes l'État, le Daoulat, l'État d'Afghanistan, l'émirat. Ils se voyaient à la tête du Daoulat, de l'émirat, pour des années, voire des décennies. Et ils voulaient s'ériger en émirat ou en structure étatique la plus pure au monde. Et ils considéraient les autres pays musulmans comme étant des pays peu intègres et impurs. Et donc ce degré de pureté était évidemment très très mal ressenti par la population, parce que c'était, je vous le rappelle simplement, l'interdiction de la danse, l'interdiction du cerf-volant, l'interdiction du jeu, l'interdiction bien sûr de la photo, l'interdiction de la musique. Et ce peuple afghan, qui est un peuple si spirituel et si tolérant, était tout d'un coup bâillonné. Et je pense qu'il y a encore des conséquences pour ce bâillonnement qui a duré pendant 6 ans. Et Massoud disait « Aidez-moi, aidez-moi, je vous en supplie ». Et personne ne l'a écouté. Et évidemment, il a été tué l'avant-veille des attentats du World Trade Center. Il est évident que l'attentat du dimanche soir contre Massoud à Rojabaoudine, à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan, et deuxièmement, les attentats du mardi, 2 jours plus tard à New York, étaient évidemment liés. Il se disait lui-même, quelques jours avant sa mort, il se baignait dans le Panjshir, cette très très belle rivière qui est magnifique, entourée d'abricotiers, de pêchers, de vignes, c'est magnifique comme tout, 100 km de long. Il a dit à sa femme, un jour, Sédical s'appelle, un jour, je serai shahid, c'est-à-dire martyr. Évidemment, il sentait qu'il allait tomber sous les balles de ses tueurs. La mort de Massoud a été cachée, et Massoud a été enterré
quelques jours après sa mort, en fait, le samedi 16 septembre. Le dimanche 9 septembre, c'est le jour de l'attentat contre Massoud. Le mardi 11, ce sont les attentats aux États-Unis. Et en fait, les fidèles de Massoud disent qu'il est mort en fait entre le vendredi soir, le 15 et le samedi matin, le 16 septembre. Il est enterré dans la vallée, à côté d'Astana, à côté de son village natal. Et il y avait 7000 hommes et les femmes qui étaient éloignés un peu sur une piste dans la montagne. Et les 7000 hommes se sont mis tous à pleurer. Et certains se sont battus d'ailleurs pour approcher le cercueil de Massoud, qu'on a descendu de l'hélicoptère avec Oudoud. Oudoud qui était son garde du corps, qui avait 38 ans et qui se sentait responsable de la mort de Massoud. Pourquoi ? Parce qu'il avait laissé s'approcher de Massoud ces 2 terroristes qui étaient venus non pas comme nous, les journalistes, les écrivains, les humanitaires, par la frontière du Nord, par le Tadjikistan, ça nous prenait quelquefois 2 semaines, 3 semaines de voyage, mais par la ligne de front taliban. Imaginez-vous, tout d'un coup, un cessez-le-feu, drapeau blanc, et les talibans disent « nous avons des émissaires pour vous », on laisse passer 2 faux journalistes avec des papiers et des visas pakistanais, surtout des sauf-conduits délivrés par le Croissant Rouge de Londres, et ces terroristes n'ont même pas été fouillés en fait par les agents et les gardes du corps de Massoud. Et Massoud a dit au bout de 3 semaines, j'en ai assez de les voir tout le temps traîner dans ces villages et ces vallées. Là, nous étions à Rojabaoudine, près de la frontière du Tadjikistan, et il a dit, on va faire l'interview. Nous sommes le dimanche 9 septembre. Première question dans cette salle occupée par Massoud et quelques-uns de ses amis, y compris un jeune journaliste qui dirige maintenant Kaboul Weekly à Kaboul et qui a été grièvement blessé aux mains en particulier. Première question des faux journalistes, qu'est-ce que vous feriez, vous, commandant Massoud, si Ben Laden arrivait au pouvoir ? Et Massoud était vraiment frappé par cette question, il se tourne vers ses amis, qu'est-ce que c'est que ces journalistes ? Et à ce moment-là, les terroristes déclenchent la caméra qui donc contenait un explosif, et Massoud est mort assez rapidement. Assez rapidement. Et Massoud, donc ça fait 10 ans. Déjà 10 ans qu'il est mort. Ouais. C'est passé d'une vitesse incroyable. Hein, déjà, pas seulement son assassinat, mais tout ce qui a suivi après en Afghanistan et tout ce que l'Afghanistan est devenu aujourd'hui, c'est quand même d'une tristesse pour moi de voir comment on aurait pu faire d'Afghanistan un vrai pays merveilleux avec tous les moyens qu'on a mis. Et là, le résultat, c'est quoi ? C'est presque une guerre perdue, déjà. Hein ? Je crois que la guerre est perdue. L'Occident a perdu la guerre en Afghanistan. Ils ne vont pas gagner cette guerre. Personne n'a gagné une guerre en Afghanistan. Alors, personne n'a gagné une guerre en Afghanistan. Et là, c'est tellement compliqué entre les forces de Karzai et les talibans, ce qu'on appelle les les nouveaux talibans, ouais. Et puis les marchands de drogue, en fait. C'est vrai que la drogue a son rôle à jouer, malheureusement, dans l'Afghanistan. C'est la drogue qui finance la guerre, qui finance l'insurrection, qui permet aux talibans de s'armer, d'acheter des hommes aussi, parce qu'évidemment, tout le monde récoltait du pavot opium pour faire de l'opium, qui fait de l'héroïne, etc. Alors, je leur disais, mais attendez, vous savez que vous allez faire des morts avec ça. Ah, pas du tout, ça ne nous regarde pas, c'est pour les kafirs, les infidèles. Alors, je dis peut-être, c'est quand même des morts d'une part. Deuxièmement, il n'y a pas que des kafirs, il y a aussi des fidèles musulmans au Pakistan, demain en Afghanistan, puisque maintenant on parle d'1 million de toxicomanes en Afghanistan, et les talibans s'en moquaient totalement. Bien sûr. Donc on est dans l'hypocrisie. Oui, complètement. C'est comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Mais cette formule où chaque partie dans la guerre, est, comme on dit, personne ne sort intact d'une guerre. Hein. On le sait très bien. Il n'y a pas de guerre propre et de guerre sale. Toutes les guerres sont sales, quoi qu'il soit. Et donc chacun de ces groupes, ils font des actes, comme tu dis. L'un utilise l'opium, l'autre utilise des armes. Finalement, c'est le pauvre Afghan qui paye depuis 30 ans cette histoire. Massoud, c'était quelqu'un comme ça, qui croyait à ce qu'il faisait.
Et je dis, c'était un des personnages qu'on en connaît un tous les quelques siècles dans l'histoire de l'humanité. Et c'était un personnage qui avait une vision, je dirais, non seulement pour l'Afghanistan, mais une vision aussi pour le monde, dans la correspondance en fait, entre les cultures, entre les religions, et pour dire non surtout au terrorisme. Et je crois que c'était un rebelle fatigué mais un résistant, jusqu'à la fin de sa vie. Il est mort à 48 ans, il aurait pu continuer à combattre jusqu'à 60 ans. Il voulait rester debout, il savait qu'il allait mourir, il voulait rester debout. Et je crois qu'il était imprégné de la guerre, pas par nécessité, c'était presque un devoir en quelque sorte pour lui, que non pas de sauver le monde, c'était pas son but, mais de dire au monde, attention, le terrorisme commence ici, donc aidez-nous et vous vous aiderez. Il était lucide sur le fait qu'il était solitaire et malheureusement le monde n'a pas écouté Massoud.